Chers amis, bonjour. Donc on est Parashat Toldot. Il y a bien longtemps qu'on n'a pas parlé devant la caméra. Hein, alors on va dire un petit truc sur la Parashat. Parashat Toldot, on va voir que deux personnages vont apparaître. Qui sont-ils? Yaakov et Esav. D'accord? Deux frères jumeaux qui vont naître de Rivka. Maintenant la Torah va nous raconter que les deux jumeaux vont grandir. Et un jour, ils vont se retrouver. Bon, ils ont certainement eu à avoir des relations entre eux, ils ont dû parler dans leur jeunesse. Mais à un moment, on va les voir ensemble discuter. C'est quand ce moment-là? C'est lorsque Avram Avinu va décéder. Yaakov va préparer un plat de lentilles pour son père Yitzhak. Pourquoi? Parce qu'on a l'habitude d'apporter des lentilles, des choses rondes pour les endeuiller. Exactement. Et à ce moment-là, qui c'est qui va arriver? Esav. Et Esav, il a faim. Esav, il a faim. Et donc, il arrive et il va dire à Yaakov, s'il te plaît, donne-moi à manger, alitenina, d'accord, abreuve-moi de ce rouge, tu vois, il ne va même pas prendre la peine de dire le nom du plat. Pourquoi? Ki ayef anochi, car je suis fatigué. Là-bas, on nous raconte pourquoi est-ce qu'il est fatigué. Il a fait toutes sortes de choses, il a tué des gens, il a été un peu coureur, il a fait plein d'avérotes ce jour-là. Et où est-ce qu'il va rencontrer Yaakov au Beth Midrash? Il va lui dire, je suis fatigué. D'accord? Alors, il y a des rabbanim qui utilisent ça comme une petite règle de moussard un peu rigolote, où le bonhomme, toute la journée, il travaille, il fait mille choses, mais dès qu'il arrive au Beth Midrash, à la maison d'études pour étudier, il s'assoit devant la Gemara, il s'assoit devant le Rav, et là, pauvre, il s'écroule, il est fatigué. D'accord? Exactement comme Esav. Il a fait les 400 coups Esav, il arrive au Beth Midrash, et là, il est fatigué. Ki ayef anochi. Maintenant, est-ce qu'on va reprocher, est-ce que nous pouvons reprocher à Esav d'être fatigué? Alors on va dire, s'il est fatigué, c'est qu'il il est vraiment fatigué. Mais maintenant, on voit, Rachid nous explique qu'il a fait beaucoup de choses ce jour-là de très fatigantes. D'accord? Il s'est battu, il a fait mille choses, donc c'est normal, il est arrivé, il est fatigué. Donc est-ce qu'on va lui reprocher, est-ce qu'il va être puni d'être fatigué? Comprenez la question? En réalité, la question, je vous la pose, c'est pas une vraie question que je vous pose, c'est juste pour vous introduire une notion. La Mishnah dans Pirkei Avot, elle nous dit Akavia ben Malalel Omer. Regarde trois choses et tu n'en viendras pas à fauter. D'accord? Ici, deux choses. Et la troisième, c'est devant qui tu devras donner din vecheshbon. Devant qui tu devras donner. Le din, c'est quoi? C'est le verdict. D'accord? Cheshbon, c'est les comptes. Alors, tous les commentateurs posent la question, on dit, pourquoi din vecheshbon? Pourquoi on emploie les deux termes? Devant qui tu vas devoir donner le din ou tu vas devoir donner des comptes? Non, din vecheshbon. Plus que ça, les commentaires posent la question et disent pourquoi est-ce que le din il passe avant le cheshbon? D'abord, on doit faire le calcul, on doit faire le procès, et après il y a le verdict. Non, verdict et calcul, c'est à l'envers. Il y a beaucoup de commentateurs, vous avez qu'à regarder dans les livres, vous verrez plein de choses. Mais par rapport à notre sujet à nous, le Rav de Brice qui raconte une petite anecdote sympathique, où il y a un jour, il y a un rabbin, il est venu le voir. Il lui a dit que votre arabe, écoutez, j'ai fait une grosse bêtise. Donc apparemment, il avait fait une bêtise au niveau communautaire, il avait pris une décision dans sa communauté qui avait fait beaucoup de vagues et qui avait créé un gros problème. L'histoire ne raconte pas ce qu'il a fait. Maintenant, il est venu voir le Rav, il lui a dit, ah Rav, qu'est-ce que je fais maintenant? Comment je fais pour attraper l'histoire? Et le Rav lui raconte une histoire. Il lui a dit, écoute, dans une ville, il y avait un vieux aiglon. Qu'est-ce que c'est un aiglon? Un cocher. Un charretier, d'accord, qui travaillait dans ce village depuis des années. Et un jour, il y a un jeune aiglon qui arrivait, un jeune charretier qui arrivait avec sa charrette, d'accord, flambant neuf comme ça, avec la... Et il a commencé à transporter les gens et les marchandises. Qu'est-ce qu'il a fait le vieux? Il est parti voir le jeune, il dit, oh, qu'est-ce que tu fais ici? Tu fais de la concurrence, c'est déloyal ce que tu fais. Ça fait des années que je travaille ici. Toi, tu viens, il n'y a pas de travail pour deux, tu as pas le droit de me faire ça? Mais d'après la halakha, apparemment, il n'avait pas le droit de faire ça. Ah bon, mais tu comprends, je suis désolé. Qu'est-ce qu'il lui dit le vieux? Il dit, écoute, moi, je suis pas macpide, comment on dit macpide en français? Je suis pas rancunier. Si tu veux, moi je te laisse travailler, mais à une condition. Dans la ville, on veut que des bons charretiers, on veut que des bons cochers. Donc je vais te faire un petit examen, tu vas me dire si tu réponds, non, tu pourras travailler ici. Donc il dit d'accord, pas de problème. Et si je réponds pas, ben non, si tu réponds pas, tu dois partir. Ok, j'accepte. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, dis-moi, si un jour tu es dans ta charrette, et tu roules comme ça, et à un moment, une des roues, elle rentre dans un trou plein, un trou boueux, et elle s'enfonce dans un trou boueux. Et les chevaux,
ils n'arrivent pas à tirer. Qu'est-ce que tu fais? Je dis, bah, qu'est-ce que dans un cas pareil? Bah, c'est évident. Je demande à quelques personnes de descendre. Oui ou non? C'est bon lourd. Et le premier lui dit, mais si les chevaux n'arrivent pas quand même à tirer, ils n'arrivent pas à sortir du truc, qu'est-ce que tu fais? Il dit, bah alors je demande à tout le monde de descendre. Ok, tout le monde est descendu, les chevaux, hein, ils n'y arrivent pas. Qu'est-ce que tu fais? Il dit, bah là je demande à tous les passagers de m'aider, de pousser la charrette pour sortir la carriole du trou. Et ils y essaient, ils n'y arrivent pas. Qu'est-ce que tu fais? Il dit, ah non, à ce cas-là, je sais pas, j'ai pas de solution, je sais pas. Je sais pas ce que je fais. Et alors tu vois, t'es pas un bon charretier, tu peux pas exercer ici, donc tu dois partir de la ville. Alors le bonhomme lui dit, écoute, d'accord, ok, j'ai échoué l'examen, mais au moins, dis-moi, c'est quoi la solution? Il dit, la solution, il n'y en a pas. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Je vous ouvre une petite parenthèse. Si vous racontez cette histoire Shabbat à la maison, ne racontez pas la fin. Proposez aux invités, aux gens qui sont à table, qu'est-ce que vous auriez dit? Quelle était la solution que le monsieur demandait? Alors qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, il n'y a pas de solution. Il dit alors quoi? Il dit non, mais un bon charretier, un bon aiglon, il sait qu'on ne doit pas tromper dans un trou. Il s'est fait attention. Ça veut dire qu'a priori, les khatrila, il sait comment diriger sa charrette et pas tomber dans un trou. Et comme ça, il lui dit au Rav. Il lui dit un Rav comme il faut, un Rav sage. Hein, il sait de ne pas rentrer dans des situations qui vont t'emmener après à des catastrophes irréprochables. C'est vrai que maintenant, peut-être, on ne peut pas t'en vouloir, d'accord, d'agir comme tu agis maintenant. Mais ce qu'on va te reprocher, c'est pourquoi tu es rentré dans cette situation. Et c'est ce qu'on dit dans la Mishnah. Din vecheshbon. Din, c'est ce que tu as fait. Mais cheshbon, c'est comment tu es arrivé à ça. Et sur ça, tu devras rendre des comptes. Et des fois, Bémet, le cheshbon est beaucoup plus grave que le din. Hein, il m'a dit, il est parti là-bas dans un pays au fin fond du monde, là-bas en Thaïlande, ou un autre pays comme ça. Il a dit, je suis désolé, mais là-bas, j'ai résisté un jour, 2 jours, 3 jours, 5 jours, il n'y avait rien à manger. Et à la fin, j'ai dû manger des trucs. Je sais pas si c'était très caché, la vérité. Est-ce que le bon Dieu va m'en vouloir? Je lui dis, je suis pas le bon Dieu, j'en sais rien. Mais ce que oui, il va t'en vouloir, c'est pourquoi tu es parti faire tes vacances là-bas. D'accord? Donc que tu es arrivé là-bas, que tu n'avais pas d'autre choix de manger encore, bon, c'est pas. On peut dire peut-être cas de force majeure. Mais pourquoi tu es rentré dans ça? Pourquoi tu es rentré dans ça? Pour revenir à notre ami Esav, alors qu'il arrive au Beth Midrash, il est fatigué, comme nous tous, on arrive pour étudier, on est fatigué. Alors on va nous en vouloir, mais on a une journée difficile, on a eu des moments difficiles. Sur quoi on va nous en vouloir? C'est pourquoi est-ce que tu arrives fatigué? Pourquoi tu prévois pas? Ce soir, il y a un cours de Torah, ce soir, j'ai une étude à faire, ce soir, j'ai un truc familier, un truc important à faire. Pourquoi je ne me prépare pas à ça? Et ça, c'est un moussa pour la vie, pour tout. D'accord? On ne peut pas arriver dans des situations, on dit hey, je suis à nous, j'ai pas fait exprès, je suis innocent, j'ai pas fait exprès. T'inquiète, t'es innocent sur le moment. Mais pourquoi t'as pas prévu? T'as pas prévu en amont, justement, d'arriver en forme, de ne pas arriver dans cette situation-là. Ça peut être dans tous les sujets de la vie, dans les disputes. Des fois, on arrive à des disputes, on arrive à des guerres, on arrive à des... Alors, même des fois, la dispute, elle est inévitable. Mais la question, c'est pourquoi t'es arrivé à ça? Pourquoi t'as pas essayé, en amont, d'essayer d'arranger les choses? Ou, chas shalom, un type, il en arrive au divorce. Divorcé. Ok, j'étais obligé de divorcer, regarde, tu vois, ça j'étais obligé de divorcer. Peut-être Bémet, dans cette situation, t'es divorcé, on ne va pas te reprocher de divorcer. Ce qu'on va te reprocher, c'est pourquoi t'en es venu à ça. Tu n'aurais pas pu essayer de vérifier en amont, de faire des choses pour pas arriver à ça. Si c'est pas de sa faute, c'est la faute de la femme. C'est toujours pas de sa faute et c'est toujours la faute de l'autre. Non, mais si c'est vraiment la faute de l'autre. C'est toujours la faute de l'autre, c'est toujours la faute de l'autre. Moi, je suis toujours innocent, toujours la faute de l'autre. Comprends ce que je veux te dire? C'est que le bonhomme, il arrive, il est toujours innocent, j'ai rien fait, ok, mais avant d'être innocent, il fallait essayer de comprendre, prévoir. Exactement, à l'origine, n'attends pas de faire des choses et à la fin de dire ah, j'ai pas fait exprès. Vous connaissez l'histoire. Un jour, il y a un type qui roule en voiture, le feu il est vert, il rentre dans l'intersection et là il y a une voiture qui fonce là, qui va griller le feu rouge et elle va griller le feu rouge. Et elle grille le feu rouge. Et le bonhomme, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il est vert. Qu'est-ce qu'il fait? Il avance. Et boum, accident. Oui ou non? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je suis dans mon droit. Le feu était vert. Oui, mais il est mort. Ils sont pas morts, les pauvres. Laisse-les, ils sont pas morts. Le feu était vert, je suis innocent. Il dit, non, mais t'es innocent. Avant d'être innocent, d'avoir raison, il faut être racham, mon ami. Tu l'as vu venir, tu as vu les choses. Pourquoi t'as pas freiné? Pourquoi t'as pas... Alors sur le coup, Bémet, c'est vrai, on va faire un constat. Le feu était vert, le feu était rouge.
C'est d'ailleurs, qui t'a dit d'entrer dans ces trucs-là? Il faut réfléchir en amont aux choses. D'accord? Bezrat Hashem, Shabbat Shalom, Hashem Yebezredu. Chazak u'baruch.